Et puis là-dessus arrive la grande Zoa, cette crapule immonde qui fout tout en l'air, qui va trahir l'armée, qui va détruire l'armée française, et qui va, alors, littéralement massacrer les officiers de valeur dans ce pays en les envoyant en prison, en les déshonorant, en salissant leur nom. Et ces gars-là, ils ont leur fils qui arrive et qui dit « je vais faire cire », et le papa dit « c'est bien ». Là-dessus, il leur arrive encore tout ce qui est arrivé depuis, 68, etc. Et quand maintenant leurs fils disent « papa, j'entre à cire », le gars dit « c'est bien ». Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas ça. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre. Je peux pas. Moi, je suis d'une famille de militaires. Je vous garantis que moi, j'ai arrêté. J'ai dit la plaisanterie a assez duré maintenant. Il y en a marre de se battre pour des gens qui n'en valent pas la peine. Non, mais donc on va se battre autrement. Qui en vaut la peine? La France en vaut la peine. Ah oui, mais ces gens-là ne se battent pas en pour dehors de la pourriture politique dans laquelle nous sommes plongés depuis 50 ans. Ces officiers, c'est ça que je veux dire, c'est que ces gens-là ne se battent pas pour la France. Les gars qui se sont battus, par exemple, en Serbie, qui sont allés bombarder la Serbie, ils ne sont pas battus pour la France. La France n'est pas menacée par la Serbie. On n'avait aucun contentieux avec la Serbie. En quoi ça a servi l'honneur des armes françaises d'aller bombarder le peuple serbe? On s'est battu pour des ordures de politiciens véreux, corrompus, à plat ventre devant le pouvoir mondialiste et internationaliste et apatride. En Serbie? Vous leur avez parlé? Bien sûr. Ils ne sont pas fiers du tout. Non. Ils disent ce que vous dites. Mais il ne fallait pas le faire. Il y a un devoir de refus. On l'accorde à tout le monde, le devoir de refus aujourd'hui, sauf aux médecins qui refusent les avortements et aux militaires qui refusent d'aller casser la gueule à des innocents. Mais il fallait dire non, l'armée française. Moi, je ne me suis pas engagé dans l'armée française pour faire ça. Je préfère démissionner. Ah, c'est possible de démissionner, mais c'est rare. J'en sais quelque chose. Ben oui, bien sûr. Eh oui. C'est pour ça aussi que je vous le dis, parce que vous avez... Maintenant, il y a l'autre aspect des choses. Bon. J'ai démissionné, moi, simplement parce que mes partisans en taille d'Indochine avaient été assassinés après notre départ, et parce que tous mes harkis avaient été pendus et brûlés au pétrole après notre départ. Donc, pour moi, c'était clair, je démissionnais. Ça aussi, ça fait partie. Parce qu'on peut dire aux jeunes officiers d'aujourd'hui, c'est ça qui vous attend. Un bon jour, on va vous envoyer sur un terrain, que ce soit, je sais pas où, au Tchad, ou en Sierra Leone, ou n'importe où, pour vous battre pour des guerres dans lesquelles vous n'avez rien à foutre. On va vous donner des supplétifs locaux qui vont vous faire confiance, que vous allez aimer, et puis au bout de 3 ans, ou 2 ans, ou 1 an, ou 6 mois, on va vous dire, bon, fini, fin de mission, vous rentrez, et puis les gars, ils peuvent crever maintenant. Eh bien, que ça va arriver. Les jeunes officiers d'aujourd'hui voient plus loin. D'abord, ils connaissent les menaces que nous cachent tous les médias. Les menaces sont claires, nous avons à faire face, on ne va pas faire de baratin et de discours à n'en plus finir, les menaces sont claires. Nous avons devant nous 2,5 milliards d'hommes et de femmes fanatisés qui n'ont qu'un but, envahir et occuper l'Europe. Ça, c'est clair. Je dis musulmans plus Chine. Oui, mais est-ce que qui sont alliés. Les soldats français le savent aujourd'hui, ça, vous croyez? Ils ont une formation. On ne leur dit pas. Certains le leur disent. Ben oui, mais... je peux vous dire qu'ils le savent. Et de toute façon, qu'ils le sentent. Et c'est pour ça qu'ils sont officiers. Ils savent très bien que la période actuelle est dramatique pour eux. Ils savent parfaitement. Mais ils savent aussi qu'il y aura demain. Et que le choc va être terrible. Oui, mais ce que je voudrais vous dire encore... Or, l'ultime recours, c'est l'armée. Il n'y en a pas deux. Oui, mais alors voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais que tout ce que je viens de dire depuis le début de notre entretien, ça peut passer pour de l'hostilité à l'égard de l'armée ou à l'égard des officiers. C'est exactement le contraire. Moi, j'ai un grand respect d'une famille de militaires, d'officiers supérieurs, et de sous-officiers aussi d'ailleurs. Et j'ai un grand respect pour les gens qui acceptent d'engager leur vie pour défendre leur pays ou pour servir les intérêts de leur pays. Bien sûr. Leur vie physique, avec le risque d'être tué. Mais aujourd'hui, je dois dire que les jeunes officiers, ils n'ont presque plus de mérite à travers ce que je vous disais tout à l'heure, parce que tout le caractère d'apparat, tout le caractère de jeu guerrier, tout ça a totalement disparu. Maintenant, on vous dit les officiers sont des techniciens, ils servent des machines qui sont des machines informatisées, etc. Donc, les uniformes sont devenus pratiquement des costumes 3 pièces. Et donc, il n'y a plus de raison de rentrer dans l'armée pour des motifs
un peu puéril qu'on pouvait avoir il y a un siècle. Mais en même temps, on leur dit, on leur démontre qu'ils ne seront pas au service de la nation et qu'ils seront au service d'intérêts politiques qui ne sont même pas des intérêts politiques nationaux, qui sont en train de devenir des intérêts politiques internationaux. Et ces gars-là, malgré tout, au nom d'une idée, alors ça, on est dans le raspail, là, vous comprenez? Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils agissent en fonction d'une idée qu'ils se font, d'un idéal qui est un idéal purement virtuel, qui relève de l'imagination, de la belle rêverie, de la... Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout. Ils agissent en fonction d'une situation du monde qu'ils voient, qu'ils connaissent. Ils savent ouvrir un atlas de 1939 et un atlas de l'an 2000. Oui, mais ils connaissent la situation, mais pardon de vous couper encore une fois, mais ils voient bien que ils voient très bien que les responsables politiques, les chefs politiques de l'armée, le président de la République, leur ment, puisqu'on leur dit vous vous engagez pour défendre la patrie. Et vous nous dites, vous, ce que savent les gens qui étudient ces questions, qui ont fait de la géostratégie, le danger, c'est évidemment le danger des masses du tiers-monde fanatisées, et en général fanatisées par un islam délirant. Et bien armés par nous. Et bien armés par nous, parce que ça rapporte de l'argent. Bon. Donc ces gars-là, on leur dit pas qu'il y a le danger, mais ils le voient. Mais ce qu'on leur dit, au contraire, à longueur de journée, vous n'avez qu'à allumer la télévision, la radio, ou écouter les discours du hanneton de l'Élysée, ou du goitreux de Matignon, hein, on leur dit, mais attention, l'islam n'est pas un danger, il y a un islam parfait. L'islam, c'est la religion de la tolérance. Et d'ailleurs, on va faire un islam républicain en France, vous allez voir. Ces crétins, ou c'est des abrutis parce qu'ils croient que c'est possible, ou ce sont des canailles parce qu'ils savent très bien que c'est impossible et qu'ils sont en train de mentir. Mais les officiers qui voient ça, ils disent on va être obligé d'obéir à ces gens-là. Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre le problème. Les vocations, il y a 3 vocations en fait pour un homme, pour un jeune homme qui cherche sa voie. S'il veut servir vraiment, il y a 3 vocations qui toutes 3 se rattachent à la mort. La première vocation, c'est la vocation religieuse où le prêtre accompagne jusqu'à ce moment-là et prépare à ce moment-là. La deuxième vocation, c'est le docteur, c'est le toubib, qui lutte contre la mort, qui aide à lutter physiquement contre la mort et à la vaincre. La troisième vocation, c'est celle de l'officier, qui doit protéger ses hommes de la mort et l'infliger à l'ennemi. Et ça, c'est une mission extraordinaire. C'est une très belle... j'avais jamais vu les choses sous cet angle, c'est une très belle vision des choses. Et les garçons de 20 ans, 22 ans, qui sont à Saint-Cyr ou à l'EMIA en ce moment, ou à Saint-Mexan pour les sous-officiers, et qui sont quand même quelques milliers, ont en eux cette vocation de protection de la nation, de protection des Français. Et si aujourd'hui, ils savent parfaitement tout ce que vous me dites par les mass-médias, bah oui, mais ils savent aussi regarder les mass-médias, et ils regardent beaucoup les mass-médias de l'étranger. Ils regardent beaucoup la chaîne européenne, par exemple, les nouvelles Euronews, etc., où ils voient un peu ce qui se passe dans le monde. Ils savent qu'on se bat partout dans le monde, partout en Afrique, partout en Asie, partout en Amérique latine. Ils savent que nous sommes en guerre. Ils savent que nous sommes envahis. Quand ils partent en permission, ils les voient. Les jeunes, ils les voient. Ils savent qu'ils passent comme ils veulent dans un tamis qui n'en est pas un. Grâce à l'installation de la nouvelle Europe sans frontières. Ils savent que nous sommes... Ils savent qu'il y a 800 000 Turcs à Berlin, que Berlin est la capitale européenne du djihad, que Londres est la capitale mondiale du djihad, que Lyon est la capitale française du djihad. Mais ils savent tout ça, parce que ce sont de jeunes officiers, et qu'ils cherchent, et qu'ils recherchent, et qu'ils savent que demain, ces masses mondiales vont nous tomber dessus, avec des moyens énormes, nucléaires, bactériologiques, gaz de combat, révolution interne, soulèvement des populations arrivées chez nous en masse. Et elles vont continuer d'arriver en masse, et nous le savons bien, l'ONU vient de nous le dire. 150 millions d'immigrés avant 2010 en Europe. 150 millions. Ils savent tout ça. Ils refusent tout ça, et ils savent que quand le combat va claquer, ils doivent être là. Parce que c'est à ce moment-là
que le peuple de France, que le peuple d'Europe, les peuples d'Europe vont réaliser la honteuse trahison qui leur fut imposée pendant des années d'une fausse Europe, d'une Europe non armée, d'une Europe déshabillée, d'une Europe sans moyens. Quand vous voyez les Belges avec 70 000 hommes, quand vous voyez le Luxembourg avec un régiment de 1500 types, quand vous voyez la Hollande avec 30 000 hommes, quand vous voyez la France qui va arriver à 145 000 hommes, alors que quand je suis rentré dans l'armée, il y avait 1 200 000 hommes dans l'armée française, que nous étions en Indo, que nous étions dans toute l'Afrique du Nord, que nous étions dans toute l'Afrique noire, que nous étions dans toute l'Europe dans le cadre de l'OTAN avec les troupes de l'OTAN, et considérablement armés. Mais ils savent tout ça. Ils y pensent et ils s'y préparent. Voilà. Alors, jusqu'à présent, Philippe Lancard-Dassac, qui est à côté de nous, a gardé un silence, en général plutôt approbateur, j'ai cru remarquer. Quelle réflexion vous inspirent les propos du colonel Moinet? Bon, là, je vais, disons, intervenir, évidemment, en tant que civil. Mais en tant que civil, ayant tout de même réfléchi aussi à ce problème de l'engagement du militaire, lorsque sa patrie, sa nation, est agressée non pas par ses frontières, mais par une idéologie qui détruit l'idée de la nation de l'intérieur. Et là, je voudrais reprendre une citation que je donne dans mon livre « Le nationalisme français », qui est de Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, pour la petite histoire, a eu, comme beaucoup d'hommes de son époque, la tentation maçonnique. Mais homme intelligent, intègre, il en est sorti et il a très bien compris où allaient mener ces idées-là. Et il a fait une réflexion qui me semble absolument fondamentale et qui rejoint les propos du colonel Moinet. Voilà ce que disait Joseph de Maistre. Jusqu'à présent, les nations ont été tuées par la conquête, c'est-à-dire par voie de pénétration, mais il se présente ici une grande question. Une nation peut-elle mourir sur son propre sol, sans transplantation ni pénétration, uniquement par voie de putréfaction, en laissant parvenir la corruption jusqu'au point central et jusqu'aux principes originaux et constitutifs qui font ce qu'elle est? Alors là, ça rejoint tout à fait ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nos politiques, eux, détruisent chez les Français la notion et l'amour de la nation, et l'infiltre progressivement par des masses qui viennent d'ailleurs. Donc, vont modifier la composition du peuple français, qui va à leur tour modifier le comportement électoral, puisqu'il va y avoir une modification proportionnelle raciale, et que de ce fait, le vote des Français deviendra progressivement minoritaire. Alors, réponse à ceci. Eh bien, je la donne aussi dans mon livre « Le nationalisme français », c'est de José Antonio Primo de Rivera, qui a été le grand doctrinaire du nationalisme espagnol, qui a été le point de départ de la reconquête de Franco, la reconquête nationaliste face au marxisme et au libéralisme marxiste qui avait infesté l'Espagne. Voilà ce que disait José Antonio quant au rôle de l'armée, et il connaissait le problème car son père avait été général, appelé par Alphonse XIII qui laissait tomber son royaume en déliquescence. La question de José Antonio est la suivante. Quand c'est le permanent lui-même qui est en péril, quand est en danger la permanence même de la patrie, l'armée n'a pas d'autre solution que de choisir. Si elle s'abstient par une interprétation purement externe de son devoir, elle s'expose à se trouver sans plus rien avoir à servir. Devant les effondrements décisifs, l'armée ne peut servir le permanent que d'une manière, en le recouvrant de ses propres armes. Alors, pardon, je trouve ce texte tout à fait extraordinaire parce que il montre bien à quel point les deux questions, la question de la nation et la question de l'armée, sont des questions totalement imbriquées. Tout à fait. Mais on voit bien, on comprend bien que José Antonio Primo de Rivera dit ça à l'époque où il parle.
Et dans le pays où il parle, il faut savoir qu'il parle en Espagne à la fin des années 30, donc dans un pays qui est, je vais employer un mot horrible, mais interdit, mais tant pis, je l'emploie quand même, dans un pays qui est racialement homogène. Tout à fait. Encore. Religieusement homogène. L'Espagne, c'est un pays qui présente une homogénéité à peu près totale, bon, compte tenu bien sûr des différentes provinces, etc. Mais ce propos qui est tenu en 1935-36, il n'a plus aucun sens en France aujourd'hui, parce que, d'abord, parler de la nation comme d'une entité homogène, ben, c'est plus valable en France, puisqu'il se trouve que la nation a été, en quelque sorte, noyée métissé et noyée dans un système qui n'est plus national. Bon. Et deuxièmement, parler de l'armée comme une entité qui pourrait prendre des décisions, alors ça, je me retourne vers le colonel Mollet, parce que l'idée d'une armée qui serait une espèce de corps, d'entité vivante, avec une pensée, avec une attitude, hein, l'armée doit choisir, nous dit Primo de Rivera. Mais aujourd'hui, vous faisiez allusion tout à l'heure à Joseph de Maistre en parlant de son engagement, enfin de cette tentation maçonnique. Mais aujourd'hui, l'armée française, elle comprend des jeunes gens de famille de la tradition catholique, des jeunes gens et de la bonne société, pour simplifier, sans blesser personne, l'aristocratie versaillaise. Et puis des jeunes gens qui viennent du peuple, qui sont plus ou moins religieux, qui peuvent être des catholiques conciliaires, des protestants, des juifs, voire des musulmans. Et puis je ne crois pas dire une bêtise, mon colonel, si vraiment ce que je dis vous irrite, vous êtes parfaitement fondé à me peser un démenti formel. Je crois qu'à l'heure actuelle, pour devenir officier supérieur, c'est quand même plus rapide si on appartient à la loge des bras cassés et des ceinturons de velours. Hein. Il vaut mieux avoir une petite appartenance maçonnique parce que ça accélère bien la progression dans la carrière. C'est pas nouveau. Voilà, c'est pas nouveau. Disons que c'est de plus en plus vrai. Oui. Ça a toujours été vrai, mais c'est de plus en plus vrai. Donc, on est donc dans une armée qu'on ne peut pas considérer comme une entité, puisqu'en réalité, c'est encore une fois une armée mosaïque, une armée communautaire. Alors, c'est vrai que Chevalier chantait ça, d'ailleurs, tout ça, ça fait d'excellents Français. J'y pense à l'instant où je vous parle, parce que le colonel était d'Action française, etc., etc. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a plus réellement de sens national dans l'armée et qu'il n'y a plus de sens de l'armée dans la nation. Je sais pas, qu'est-ce que... ce sens de l'armée dans la nation, oui. Blanquer d'Assac a eu raison d'insister sur ce caractère primordial. Mais nous arrivons maintenant à une situation gravissime. Et je tiens à le dire en toute honnêteté. C'est que actuellement, nous assistons non plus à un déshabillage, mais un dépeçage, un assassinat de l'armée. Il faut le dire. Une neutralisation. D'abord, oui, mais d'abord une décomposition totale. C'est-à-dire que... Oui, enfin, neutraliser l'armée, ça veut dire exactement ça. Ça veut dire la décomposer et l'assassiner, puisque l'armée, par définition, elle ne peut pas être neutre. Absolument. Si on fait la somme, alors je ne veux pas être trop long. C'est nier son si on fait la somme, n'est-ce pas, des actions menées depuis quelque temps, nous démarrons, si vous le voulez, en 1945, où, je tiens aussi à le dire, 43 000 officiers ont été mis à la porte en 1945. Vous vous rendez compte, la masse que ça représente. Bon, alors il a fallu repartir de zéro dans tout ça. Et grâce à des hommes comme Delattre, on en est sorti. Je vais être obligé de vous couper, pardon, je vous redonne la parole tout de suite après, parce qu'on a une obligation technique, morale même, qui est de passer ce qu'on appelle un bobino. Et quitte à vous décevoir, ça n'a rien à voir avec le sens qu'on donnait à ce mot dans l'armée. Dimanche 14 mai, 12e fête de la courtoisie. À la maison de la Mutualité, grande salle du théâtre.